Je ne sais pas. Non, c'est sûrement à cause des écrits. Oh, moi j'ai entendu quelqu'un dire dans le bureau là-bas qui a écrit tel article. J'ai dit que moi, on ne m'a pas posé de questions sur les articles, mais c'est sûrement ça. Il y a des gens qui commencent à dire, oh, moi, on m'a montré tes photos, je crois qu'ils sont partis sur ton Facebook. Ce qui m'étonnait un peu parce qu'à l'époque, jusqu'à maintenant, je n'utilise pas mon vrai nom sur Facebook. J'ai dit que, mais comment ils sont rentrés dans mon Facebook? Je ne comprends pas. Après, on est là, tout le monde commence à s'inquiéter, tout le monde commence à s'agiter parce qu'on se rend bien compte que véritablement, on va passer la nuit là pour une histoire qu'on ne connaît même pas. Et puis, j'ai le réflexe de sortir mon téléphone. Tout de suite, c'est la panique. Oh, comment tu peux garder un téléphone? On va nous tuer ici à cause de toi. J'ai dit, mais il faut moins que les parents sachent où nous sommes. Oh, et puis, on a mis quelqu'un à côté de la porte. Si tu entends des pas, fais signe. Parce que là, il faut qu'on essaie au moins de prévenir les gens que nous sommes à X endroit. Donc, je commence par faire un message à mon compagnon pour lui dire que voilà, je suis à X endroit. Je commence à faire un message à ma collègue, Raissa Oyaseko, pour lui dire que voilà, on est à tel endroit et que j'espère bien qu'elle n'est plus sur place, que voilà ce qui s'est passé. Je lui fais un petit compte rendu. Elle me dit OK. Elle me répond quand même, elle me dit OK. Je fais un message, je crois, à qui? Je fais un message au rédacteur en chef d'Écho du Nord à l'époque. J'essaie d'écrire à tout le monde et du coup, tout le monde veut aussi prévenir ses proches. Et tout ça, on est dans la peur, on craint, on se dit, voilà, on a un téléphone, si finalement on le découvre, comment on fait? J'ai demandé à aller aux toilettes et j'ai pris la puce, la carte SIM de ce téléphone, j'ai mâché et j'ai balancé dans les toilettes. L'inquiétude des autres était vraiment sur moi. Que Mijola, on a beaucoup parlé de toi, on ne comprend pas pourquoi. Mais je me dis aussi que peut-être par peur, il y en a qui ont évoqué le fait que on a un cadre avec nous, bon, nous on ne connaît rien, elle, s'il y a quelqu'un qui peut savoir, c'est elle. Donc à ce moment-là, tout le monde s'inquiète pour moi et les gens m'avertissent que je crois que demain, s'il y a quelque chose qu'ils vont faire, on va sûrement te rappeler. Et pendant qu'on est en train de parler entre nous, les deux qui avaient disparu nous rejoignent. Donc la stagiaire qui avait disparu pendant son interrogatoire arrive, elle est marquée de partout. C'est moi qui lui fais l'eau chaude. On demande quand même à avoir l'eau chaude pour essayer de calmer ses blessures. Le matin arrive très vite et dès qu'on nous fait sortir de ces espèces de cellules-là, tout de suite, on me dit, oh, ils n'ont pas demandé Mijola c'est qui. Ils m'ont dit, Mijola, on connaît les hommes, suivez-nous. Ils m'ont d'abord demandé de déverrouiller mon téléphone. Et moi, je dis, non, je ne peux pas déverrouiller mon téléphone. Toute ma vie est dans mon téléphone. Donc, au moment où je riposte, c'est une gifle. C'est une gifle là, en pleine oreille, qui me fait basculer sur le sol et qui me fait pisser dessus même, tellement c'était fort. Je ne me relève pas, mais c'est le monsieur lui-même qui m'empoigne, qui me relève. Il me dit, déverrouille ton téléphone, je ne veux pas te le demander pour la troisième fois, pour la deuxième ou pour la troisième fois. Je dis, je ne peux pas déverrouiller mon téléphone. Il me met une autre gifle, je tombe encore. Il me dit, si tu veux une troisième, dis encore que je ne déverrouille pas. Et tout tremblant, je prends mon téléphone, je le déverrouille. Il rentre dans mon Facebook, il me montre une photo de Raissa Oyaseko. Il me dit, et elle, c'est qui? J'ai dit, c'est une collègue. Une collègue comment? J'ai dit, mais c'est une collègue, on travaille ensemble. Elle est qui pour vous? J'ai dit, ce n'est qu'une collègue. Vous êtes proches? Je dis, non, on n'est pas si proches que ça. Il me sort une autre photo justement où je suis chez Raissa. Il me dit, cette photo c'est où? Je dis, c'est chez elle. Mais si vous n'êtes pas proche, vous faites quoi chez elle? Je dis, parce que c'est une collègue, elle a l'habitude d'organiser des repas pour les collègues. Et puis, je suis sa collègue, donc j'y vais. Voilà. Il dit, donc, tu connais où elle habite donc? Je dis, oui, ça m'est arrivé d'aller une ou deux fois à des repas chez elle. Je sais où elle habite. Donc, tu nous emmènes chez elle. Je dis, non, je ne peux pas vous emmener chez elle. Et là, il me gifle encore. Et je tombe. J'ai dit, non, je ne peux pas. Il dit, tu vas nous emmener, que tu le veuilles ou pas. À cette époque, je me faisais tresser. J'avais des mèches qui tombaient jusqu'au dos. Et il m'attrape par les cheveux. Il enroule ma mèche dans son bras. Donc, il me tient. Il me tire par le sol jusqu'à la voiture. Il me dit, tu vas nous emmener. Quand on arrive au véhicule, je prends vraiment conscience qu'ils veulent m'emmener de force. Donc, je boude un peu pour monter dans le véhicule. Il commence à me frapper. Il me gifle par le dos de sa main. J'ai eu des traces ici. Et à ce moment-là, je pisse encore sur moi. Vraiment, quand j'y pense un peu, une mère de famille comme moi, je me suis pissée dessus par deux fois, par peur en fait.
Et à ce moment-là, je me dis, tiens, certainement que Raissa n'est plus aussi chez elle, je peux pas mourir. Et il me fait monter dans le véhicule. De force toujours, je boude. Et il me dit, n'essaie même pas de bouder, parce que là, tu commences à me fatiguer. Donc, il sort son fusil. Et lorsque le chauffeur, celui qui conduisait le véhicule, monte, il a son fusil braqué sur moi. Donc, il me dit, tu continues de bouder là, je t'achève. Parce que là, tu commences à me fatiguer. On ne peut pas souffrir comme ça, un endroit que tu connais, tu me fais chier et tu veux nous perdre du temps. Et après, un autre monsieur que je n'avais pas vu jusque-là est venu. Il m'a dit, écoute, ma chérie, comme ça qu'il m'a appelé. J'ai dit, je ne suis pas votre chérie. Il dit que, bon, écoute, journaliste, tu emmènes les gars où ta collègue est et puis on s'arrête là. On n'aurait même pas dû en arriver là, c'est parce que tu veux faire la forte tête. Donc, tu les emmènes juste là où elle est et puis nous, quand tu reviens, tu vas retrouver les autres et puis c'est tout. Et quand il me dit ça, j'éclate en fait en sanglots parce que je me rends compte que je suis avec des gens sans foi ni loi, que facilement comme ça, quelque chose peut m'arriver en fait. Et à l'époque, ma fille avait quoi? Elle avait à peine 3 ans. Et je me dis, quelque chose m'arrive ici. Ma fille devient quoi? Est-ce que les gens des Côtes du Nord vont penser que vraiment j'avais un enfant? Je suis déboussolée et je pleure. Je pleure de colère parce que je me rends compte que on est dans un pays qui n'a pas de règles, où c'est certains qui, en fait, qui gèrent d'autres. J'ai compris à un moment qu'ils avaient juste besoin d'un bouc émissaire parce que à un moment, je n'ai pas eu besoin de leur dire de rentrer dans un rayon. J'étais surprise qu'une fois arrivée à l'endroit qu'on appelle Carrefour Saint-Georges, ils prennent eux-mêmes le stationnement, le couloir de stationnement, qu'ils prennent eux-mêmes la voie pavée. Et je leur dis même que ce n'est pas par là. Et un de ces agents me répond qu'on va toujours arriver dans un rayon. Je dis, ah, d'accord, mais qui vous a dit que c'était un rayon? Et on arrive, une fois on est au rond-point, on arrive au niveau de Fin-Goudron, on arrive dans le chantier modèle, ils nous disent, maintenant, dis-nous où c'est. Je dis, mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous savez. Donc, je n'étais pas obligée d'être là en fait. Il dit qu'on ne connaît pas bien. Dis-nous où c'est. Il y a beaucoup de ruelles. On arrive à la Bretèche chez Raissa, je leur indique la route à prendre. Et à ce moment-là, il y a plusieurs maisons dans la barrière. Ils me disent de dire quelle est la maison. Et je ne parle pas, je reste silencieuse. Et là, il soulève son fusil, il me le met là sur la tempe. Il me le met carrément sur la tempe. Il me dit que je t'ai bien dit depuis là-bas que tu me fatigues. Et je te jure que tu peux même mourir là. Rien ne va m'arriver. On peut rester comme ça, je te tue si tu continues à m'énerver. Et rien ne va m'arriver. À ce moment-là, je dis donc tuez-moi. Et quand je dis tuez-moi, j'entends le fusil faire cac. Et ça me fait trembler. J'ai la chair de poule et j'indique le portail de Raissa. Parce que j'ai entendu un cac dans ce fusil. Je me suis dit, ça y est, il va me tirer dessus. Comme il dit, je vais mourir et puis rien ne va lui arriver en fait. Et c'est après ce cac que j'indique le portail de Raissa. Il va jusque devant le portail. Il n'entre pas, parce que tout ça j'observe. Il n'entre pas, il revient dans la voiture. Il dit aux gardes de démarrer, qui reviendront plus tard. On est de retour pour le CEDOC et je suis étonnée qu'ils ne prennent pas Raissa alors qu'ils m'ont violenté justement pour l'accueillir. Quand on arrive au carrefour chez les sœurs, beaucoup reconnaîtront le carrefour chez les sœurs, ils reçoivent un coup de fil. La voix au téléphone est tellement forte parce qu'elle gronde. Ils disent non, allez-y maintenant. Ils disent non, on a repéré, on revient plus tard. La voix dit non, repartez maintenant. Le monsieur qui allait regarder dit non, j'étais devant le portail, j'ai eu l'impression qu'il n'y avait personne. Et la voix au téléphone dit qu'elle y est maintenant. Allez-y, au risque justement, elle s'enfuit. Et c'est comme ça qu'on a fait demi-tour net au carrefour chez les sœurs et on est reparti pour cueillir Raissa. Quand ils arrivent, je venais à peine de déposer l'enfant à l'école, mais il y avait encore mon mari qui était là et les autres. Ils m'ont soulevée. Je leur ai dit non, mais je ne vais pas m'enfuir, laissez-moi le temps d'aller m'habiller. Ils m'ont quand même écouté, ils ont respecté. Ils m'ont laissé le temps d'avertir à mon mari et le temps d'aller m'habiller. Je suis allée m'habiller.
Ils ne m'ont pas violenté à la maison. Sauf que quand j'arrive dans la voiture, j'étais juste garée au portail. Quand j'arrive, je trouve ma collègue Nijola Nkenedzom qui est en larmes dans la voiture avec un fusil pratiquement à la tempe. Ils n'ont pas arrêté de me torturer, ils m'ont marché dessus, ils m'ont roué de coups, ils m'ont mis sur leur espèce de pont en m'attachant les pieds et les mains. Euh, ils n'ont pas arrêté malgré les cris. Ils voulaient absolument que je leur donne à la fois les codes de mon téléphone, la source et aussi mon mot de passe de mon mail. La torture a duré une demi-journée, on va dire près de 5 heures, près de 5 à 6 heures de torture parce qu'ils ne m'ont laissé qu'en fin d'après-midi lorsqu'ils m'ont envoyé je dirais, à la cellule. Les journalistes sont libérés entre samedi et dimanche. Une semaine après les faits, le général Célestin Ebinga démissionne. Mais il ne sera jamais inquiété d'avoir attenté à l'intégrité physique de plusieurs innocents. Une mauvaise publicité au pays qui est restée sans suite. Mais je ne pense pas que le fait qu'on ait changé la tête du CEDOC, je ne pense pas que ça obéissait nécessairement à une volonté de résoudre le problème, afin de punir le monsieur. Et puis bon, non, moi je pense qu'il y avait autre chose derrière. Mais toujours est-il qu'ils ont saisi cette occasion-là pour lui régler des comptes, c'est tout. Dans un pays où les forces de sécurité, on les appelle forces de sécurité, c'est par rapport au rôle de protection des populations. Ok? Mais quand ce sont ces forces de sécurité qui menacent au premier chef les populations, vous irez vous plaindre chez qui? Chez les mêmes forces de sécurité, parce qu'une plainte commencerait par eux, normalement. On s'est trouvé dans une situation où on s'est dit, c'est pas un problème, on va se résoudre à poser le problème dans des instances, dans des instances supérieures, à l'international, c'est ce qu'on a fait. Une histoire qui progressivement s'efface des mémoires 6 ans plus tard. Mais pour les victimes de ces tortionnaires de l'ancien CEDOC, oublier est un verbe difficile à conjuguer. Je suis sortie le dimanche où je saignais et la dame qui faisait le relais entre les tortionnaires et le DG de la DGDI, Célestin Ibinga, à cette époque, m'avait apporté des serviettes hygiéniques puisque je saignais. Et elle m'avait apporté, comment dire, un médicament juste pour me masser. C'était du VG-Bomb, je me rappelle bien. Après la sortie, je suis allée à l'hôpital faire un certificat médical. Et là encore, je ne savais pas que je venais de faire une fausse couche. Je saignais, je me suis dit, bon, ça pouvait être normal et que les choses allaient peut-être se calmer. Je suis allée faire un certificat médical qui m'a valu une invalidité de 21 jours. Et c'est après que je me rends compte que je venais de perdre le bébé. Et depuis lors, les séquelles, il y en a jusqu'à présent. Je suis toujours souffrante de cette torture parce que les maux de dos ne me quittent plus. Continuellement, je souffre du dos. Le bébé, il ne vient plus. Ça fait que c'est tellement douloureux d'en chercher et puis de penser qu'il y a quelqu'un qui t'a torturé quelque part et qui est tout bonnement assis sans s'en mordre les doigts. Et toi, tu es là à faire les pieds et les mains pour retrouver non seulement ta santé mentale, mais aussi ta santé physique. L'amélioration des conditions d'exercice du métier de journaliste est un combat perpétuel en Afrique. Arrestation, torture, emprisonnement et parfois assassinat font malheureusement partie de la profession. À Écho du Nord, on continue à dire les choses telles qu'on le sent, sans peur de représailles. En effet, le journaliste n'est pas dépourvu de courage. Il a la rage d'informer.